Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Du nouveau du côté du logement, de nouvelles dispositions viennent d'être prises en matière de copropriété. L'annonce a été faite par le ministère de la Construction au cours d'une conférence de presse. Ces nouvelles règles sont entrées en vigueur. Elles portent entre autres sur l'obligation de payer les charges de la copropriété, le prélèvement des cotisations à la source par un service public. Gabriel Zani. Faute d'entretien, des immeubles de certaines cités paraissent vieux. Des espaces verts, des aires de jeu sont envahis par la broussaille. La gestion de la copropriété dans les cités où les quartiers posent problème. Confrontés le plus souvent au refus des autres copropriétaires de payer les frais de copropriété, des actions isolées se multiplient au niveau individuel sans grand résultat. De nouvelles règles sont désormais définies par le gouvernement. L'un des changements majeurs que nous allons opérer dans le cadre de ce nouveau décret qui a été pris porte sur, le recouvrement des charges de copropriété. La prise de nouveaux textes réglementaires était nécessaire vu l'insalubrité des cités. L'État fait obligation aux populations de payer les charges de copropriété en prélevant les cotisations à la source. Ces cotisations ne sont pas des taxes de plus. Nous allons demander aux concessionnaires des services publics, par exemple à la CIE ou à la SODECI, de prélever directement à la source les charges liées à la copropriété et donc de les reverser au syndicat de copropriété directement. L'idée, c'est d'éviter qu'à la fin du mois, vous n'estimiez qu'il faut payer ou pas, ou qu'on soit obligé de vous poursuivre, si vous permettez le terme, pour payer. Désormais, des syndics agréés par le ministère de la Construction ou des copropriétaires seront chargés de la gestion des quartiers. Ils serviront d'intermédiaires entre le ministère et les syndicats des cités. 130 jeunes ont été déjà recrutés par le ministère en collaboration avec les mairies. Ils seront formés et constitués en syndic. Le projet débutera au début du mois de septembre 2014. Le ravalement des façades des bâtiments publics et privés aussi. L'État soutient des jeunes promoteurs. Ces derniers viennent de recevoir des prises en charge d'une valeur de 18 millions de francs CFA. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et des Affaires sociales a procédé à la remise de ces prises en charge. Bertin Guesson, Francis Boifou. Jeune entrepreneur dans le domaine des maraîchers, Kwasi Kwadio Sylvain vient d'obtenir un appui financier de l'État pour accompagner son projet. Comme lui, 16 jeunes promoteurs d'emploi sélectionnés sur 50 ont reçu un appui financier de 18 millions de francs CFA. Je suis très ravi d'avoir reçu cette distinction aujourd'hui. Le projet porte sur la création de cultures maraîchères. Comprenez par culture maraîchère les tomates, aubergines, piments et autres. Ce projet va prendre en compte 10 jeunes. Je suis bien contente. Je remercie le ministère de l'Emploi qui encourage les jeunes filles à s'intégrer dans la formation professionnelle. Le projet porte sur la construction métallique, la réalisation des citernes des stations et des portes blindées, la protection des maisons. Construction métallique, restauration, céramique et agriculture sont entre autres domaines portés par les 17 projets financés. Ces projets offrent 124 emplois directs. 41% des bénéficiaires de ces projets proviennent de l'intérieur du pays. Vous démontrez par cet acte votre capacité de vous projeter dans l'avenir en prenant votre destin en main. Votre exemple devra convaincre les jeunes que la meilleure garantie de l'emploi, c'est d'être son propre employeur. Je vous exhorte donc à gérer votre activité avec rigueur et conscience professionnelle pour sa pérennisation. Les lauréats de cette édition sont issus de la CGC Academy et des écoles de formation professionnelle du ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Environ 2400 jeunes en quête d'emploi ont été enrôlés à l'occasion de la deuxième édition du Salon ivoirien des métiers CIMA, organisé en mai 2014. La police nationale accentue la lutte pour l'éradication du phénomène des microbes. Elle vient de déférer 122 microbes. Les microbes, ce sont des jeunes gens de sexe masculin âgés de 9 à 18 ans. Ils troublent la quiétude des populations dans certains quartiers du district d'Abidjan. Hamza Diaby nous fait le point.
Les microbes des jeunes délinquants de 9 à 18 ans troublent le sommeil des populations. Ils agressent horriblement leurs cibles sous l'effet de la drogue, à l'arme blanche ou à feu. Aujourd'hui, le phénomène est combattu avec acharnement par la police qui a mis en place plusieurs stratégies de lutte. Nous avons la sensibilisation à travers des rencontres avec différents responsables religieux et coutumiers. Et la mise sur pied des groupes d'intervention antimicrobes. Il y a l'organisation des patrouilles pédestres et motorisées. Il y a le découpage des zones de compétences des commissariats en secteurs dirigés par des officiers. Dans la commune d'Abobo, ces stratégies portent déjà fruit. Interpellation et déferment de 122 microbes. De 0,1 attaque, nous sommes passés, et par jour, nous sommes passés à 4 attaques en 3 mois. 5 microbes ont été tués. Le parquet aujourd'hui n'est plus, au départ, il pensait que c'est une affaire des enfants. Donc quand on envoie les jeunes interpellés qu'on a défaits, ils jouaient un peu, mais aujourd'hui ils se sont rendus compte que le phénomène était grave et qu'il faut qu'ensemble on mette une lutte efficace et sans merci. Et je pense que cela a payé. À ces résultats, l'on peut ajouter les 9 opérations qui ont permis la destruction de 178 fumoirs et la saisie de plusieurs kilogrammes de cocaïne, d'héroïne et de cannabis. Pour être plus efficace, le district de police d'Abobo sollicite le renforcement de ses effectifs, la réparation des 6 véhicules en panne, la dotation en moto et l'équipement en armement collectif. Le président de la République va effectuer en septembre prochain une visite d'État dans la région de l'Ifou, une visite qui annonce le développement de cette région. Déjà, le canton Badra, dans le département de Prikro, exprime sa reconnaissance au chef de l'État pour les actions de développement. On en parle avec Mamadou Kwasi. Situé dans le département de Prikro, dans la région de l'Ifou, le village de Nafana du canton Badra rencontre d'énormes difficultés pour son développement. Celles-ci s'inscrivent dans le cadre d'un manque d'infrastructures de base, pas d'électricité, pas d'eau courante, et la seule école construite dans les années 80 attend d'être réhabilitée et dotée en matériel didactique. Le dispensaire également veut bénéficier d'une maternité. En érigeant Nafana chef-lieu de sous-préfecture en mars 2008, les populations espéraient un changement de situation. Mais hélas, aujourd'hui, grâce au président de la République, Alassane Ouattara, 4 des 11 villages sont en cours d'électrification ou attendent encore leur mise sous tension. En plus, le chef de l'État a permis l'affectation en janvier 2014 du tout premier sous-préfet depuis 2008. Ne disposant pas de locaux pour accueillir le sous-préfet et son personnel, les représentants de l'État faisaient la navette entre Prikro, le chef-lieu de préfecture, et Nafana. Mais aujourd'hui, Urbain Eti pourra habiter et travailler sur place. Il bénéficie d'une résidence et de bureaux, une œuvre des fils du canton Badra. La cérémonie de remise des clés a été l'occasion pour le peuple andor d'exprimer sa reconnaissance au président de la République pour ses efforts de paix et de développement, mais aussi pour l'affectation du tout premier sous-préfet de Nafana. Les populations ont émis le vœu de disposer de financement de micro-projets en faveur des jeunes et des femmes. D'autres doléances portant sur l'amélioration des conditions de vie ont été faites. Le sous-préfet Urbain Eti a appelé les fils et filles du canton Badra à l'union et à la solidarité afin de lutter efficacement contre la pauvreté dans leur sous-préfecture. Au cadre, il a demandé la mise sur pied de projets immobiliers et des actions à soutenir les efforts du gouvernement. Une séance de bénédiction a mis fin à la cérémonie. Le cinéma ivoirien à la reconquête des marchés internationaux. Le ministre de la Culture et de la Francophonie envisage de vendre le cinéma ivoirien avec des acteurs connus au plan international. Il a déjà rencontré dans ce cadre l'acteur ivoirien Isaac de Bancolé, basé aux États-Unis, ainsi que le réalisateur du film Juan Philippe Lacote. Le ministre Maurice Bandama prévoit aussi la participation de la Côte d'Ivoire à d'autres festivals. Serge Collet. Après la participation de la Côte d'Ivoire au Festival de Cannes 2014, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama, ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Le cinéma ivoirien, honoré à travers le réalisateur Philippe Lacote et l'acteur de classe mondiale Zachary Bancolé, alias Isaac de Bancolé, doit désormais s'imposer comme un label de qualité. Aussi, au moment de saluer ces cinéastes pour leur professionnalisme, Maurice Kwaku Bandama a-t-il annoncé de bonnes perspectives pour l'avenir du 7e art ivoirien. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Culture, se tient à leur côté pour les soutenir
et défendre leurs projets. Nous voulons être régulièrement présents sur les grandes scènes du cinéma du monde. Nous voulons être à tous les grands festivals et nous comptons sur nos compatriotes Philippe Lacotte et Isaac de Bancoulé. Isaac de Bancoulé, basé aux États-Unis, jouit d'une riche filmographie. Il a notamment joué dans la saison 7 du film à succès 24 heures chrono aux côtés du célèbre personnage principal de ce film, Jack Bauer. L'acteur, après avoir joué dans Ran, veut faire un véritable retour aux sources avec un projet de science-fiction africaine que la Côte d'Ivoire entend accompagner. Ça fait 14 ans que j'écris ce projet qui s'appelle One Way Ticket. En tout cas, une bonne partie de ce film se passe là d'où je viens. Donc il y a une grande partie de One Way Ticket qui se passe ici en Côte d'Ivoire. Je pense qu'avec l'aide de Philippe, de sa production, du soutien du ministère de la Culture et de l'État ivoirien, les choses vont démarrer assez vite. Le cinéma ivoirien qui célèbre son cinquantenaire cette année doit monter en puissance, a indiqué le ministre de la Culture et de la Francophonie. Le drapeau ivoirien a flotté lors de l'épreuve des 200 mètres au championnat d'Afrique d'athlétisme de Marrakech. Kofi Ua Wilfred a remporté la médaille d'or en homme. Chez les dames, Muriel Auré, vice-championne du monde, est devenue championne d'Afrique. Elle était suivie de sa compatriote Taou avec un temps de 22,80. Sébastien Ounien nous donne les temps forts de la compétition. Parce que tout peut se jouer au départ. Soit vous avez un très bon départ, vous finissez en beauté. Parce qu'il y a la médaille, Muriel, voilà, et la médaille d'argent. Et la médaille d'argent. Champion d'Afrique. Champion d'Afrique. Muriel Aouré et Kalou Marie. 22-35. Muriel Aouré qui a réussi au départ, qui n'était pas dans le style qu'elle voulait, et maintenant qui a commencé à se ressaisir. Voici la médaille d'or pour Muriel Aouré, une médaille qu'elle est... C'était donc un commentaire à chaud de Sébastien Ounien. Les populations les ont réclamées, les États-Unis ont autorisé leur envoi. Les premières doses du traitement expérimental de la fièvre hémorragique Ebola sont arrivées au Libéria. Elles devraient permettre d'assister les 1000 personnes, le millier de personnes malades dans ce pays. 2 petites boîtes en carton transportées par le ministre libérien des Affaires étrangères en personne. Ce sont les premières doses du traitement expérimental contre la fièvre Ebola arrivées mercredi au Libéria. Elles sont destinées à 2 médecins libériens actuellement traités dans un hôpital de Monrovia. Les premières doses de ZMapp et peut-être les dernières pour le moment, car la firme californienne qui développe ce traitement affirme que ses stocks sont déjà épuisés. Pour les autorités libériennes, il est clair que ce remède n'est pas la seule solution. Pour moi, ce n'est pas la solution, ce n'est qu'un essai. Nous devons continuer notre dépistage, notre système de surveillance. Nous devons continuer nos campagnes d'information, tous les mécanismes qui enrayeront la transmission du virus pour que nous éradiquions la maladie. Ces mécanismes ont été clairement identifiés par l'Organisation mondiale de la santé. Ce qui marche, c'est d'identifier les cas et d'isoler les cas suspects, leur faire un test, suivre la trace des personnes en contact avec les cas suspects ou confirmés et, si besoin, les isoler. En l'absence de traitement disponible pour tout le monde, la question de savoir qui peut en bénéficier est particulièrement sensible. En règle générale, ce sont les personnels soignants qui sont prioritaires. Il y a quelques principes sur lesquels les gens sont d'accord. Premièrement, les personnes qui travaillent en première ligne, comme professionnels de la santé, doivent être prioritaires parce qu'il est important qu'elles puissent revenir pour aider les gens. Deuxièmement, il faut s'assurer que les médecins qui soignent les personnes infectées sentent que si quelque chose se passe mal, on s'occupera d'eux. Outre le ZMapp, le Canada a annoncé hier qu'il mettait à la disposition de l'OMS 800 à 1000 doses d'un vaccin expérimental développé dans un de ses laboratoires publics. Il s'est révélé efficace pour les animaux, mais il n'a jamais été testé sur l'homme. L'actualité en bref dans le monde, commençons par le conflit en Irak.
La France se prononce en faveur d'une assistance aux minorités irakiennes qui fuient l'avancée de l'État islamique. Cet avion est rempli d'aide humanitaire, destination l'Irak. La France a envoyé de la nourriture et des médicaments à Erbil, la capitale de la région autonome kurde. Le président François Hollande a aussi annoncé que la France allait fournir des armes aux forces kurdes irakiennes qui combattent les djihadistes de l'État islamique. Les États-Unis et le Royaume-Uni, eux aussi, ont décidé d'armer les combattants kurdes. Le pape François est arrivé en Corée du Sud. Premier temps fort de sa visite, son discours devant la présidente et les autorités du pays. Il a lancé un appel à la paix et au dialogue aux deux Corées. Le pape François va passer 5 jours dans ce pays. C'est la première visite d'un pape depuis 15 ans sur le continent asiatique. Ces Pakistanais vont marcher plus de 300 km pour rejoindre la capitale Islamabad. Ils exigent la démission du Premier ministre Nawaz Sharif. Cette manifestation est menée par un ancien joueur de cricket reconverti dans la politique. Les autorités pakistanaises avaient d'abord interdit ce rassemblement. Elles ont fait marche arrière, mais plus de 20 000 policiers restent mobilisés. Le Brésil est en deuil. Eduardo Campos, le candidat socialiste à l'élection présidentielle d'octobre prochain, est mort dans un accident d'avion. Son jet de campagne s'est écrasé dans un quartier résidentiel de Santos, dans le sud-est du pays. Aucune personne à bord n'a survécu. 7 personnes sont décédées. L'actuelle présidente Dilma Rousseff lui a rendu hommage. Elle a suspendu la campagne et a décrété un deuil national de 3 jours. En bref et en images, les armes restent toujours silencieuses dans la bande de Gaza. La trêve entre le mouvement islamiste et l'armée israélienne a été renouvelée pour 5 jours. Elle semble tenir depuis lors. L'armée israélienne dit se tenir prête à toute éventualité. Les Palestiniens s'accrochent de leur côté à l'espoir d'une paix durable. Et pendant ce temps, les négociations indirectes entre les deux parties se poursuivent au Caire, en Égypte. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Bon début de journée à tous et à toutes.